À la une ce soir, les personnes handicapées célébrées aujourd'hui. Elles sont plus de 600 millions de personnes dans le monde, selon les Nations Unies. 2 projets de loi adoptés hier par l'Assemblée nationale. Ils portent sur la lutte efficace contre la corruption dans l'industrie diamantifère. Enfin, en Guinée-Conakry, on s'interroge sur la stratégie à adopter pour réduire l'insécurité galopante. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Aujourd'hui, mardi 3 décembre, c'est la Journée internationale des personnes handicapées, une action pour favoriser l'intégration et l'accès à la vie socio-économique d'environ 650 millions de personnes dans le monde vivant avec un handicap, des chiffres établis par les Nations Unies. Alors, quel est le quotidien des personnes handicapées? Quelles difficultés rencontrent-elles? Reportage. En Côte d'Ivoire, selon le recensement général de la population de 1998, 85 517 personnes vivent avec un handicap, dont 25 625 enfants. Un chiffre passé à environ 2 millions en 2012, selon le Bureau international catholique de l'enfance BICE. Les personnes handicapées marginalisées et même parfois rejetées par la société, situation que déplore l'ONG Dignité et Droits pour les enfants DDECI. Nous avons voulu marquer cette cérémonie pour interpeller la société civile sur la situation des enfants handicapés. Les enfants handicapés sont victimes de marginalisation, de préjugés. Ils font l'objet de discrimination dans leur communauté. Alors nous interpellons la société civile, nous interpellons les parents, nous interpellons les décideurs pour que la situation soit améliorée. Pour certains parents, le handicap n'est pas une fatalité. Je ne suis pas découragée. Je sais qu'il ne va pas être comme les autres enfants de son âge, mais j'ai quand même espoir. Je demande aux autres mamans qui ont honte de leurs enfants handicapés de les faire sortir, que ce n'est pas de leur faute et puis ce n'est pas aussi la faute aux enfants. Je dis aux autres mamans de venir faire la rééducation. Forcément, il y a une suite et il y a une guérison. 93 millions d'enfants dans le monde souffrent d'une forme de handicap selon l'OMS et 40 millions ne sont pas scolarisés. Un reportage de Franck Quadio. Et à la faveur de la Journée internationale des personnes handicapées, 45 fauteuils roulants ont été offerts aujourd'hui à l'Association des paralysés de Côte d'Ivoire, un don de l'Église des Saints des Derniers Jours pour améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec un handicap. 45 fauteuils roulants flambant neufs offerts à l'Association des paralysés de Côte d'Ivoire. 45 bénéficiaires qui pourront dorénavant se déplacer avec dignité. Les personnes handicapées à 100 fauteuils, là, vraiment, il a 1000 problèmes. Si on sort de dehors, comme ça, il faut fauteuil roulant parce que tu ne peux pas marcher dans la terre comme ça. Il faut fauteuil roulant pour sortir, pour faire tes besoins, comme le travail, tout ça, là, pour chercher le travail, tout ça, là, c'est le fauteuil roulant qui peut nous aider. La Journée internationale des handicapés sert de contexte à cette remise de fauteuils roulants. Le donateur, l'Église des Saints des Derniers Jours, espère ainsi participer à l'autonomisation physique, voire financière de ces personnes handicapées. Pour nous, c'est la joie de nous retrouver et continuer à nous battre pour les droits des personnes handicapées. Nous aussi, en tant que personnes handicapées, nous avons notre mot à dire et nous avons notre contribution à apporter. Il existe peu de données statistiques sur les personnes handicapées en Côte d'Ivoire et les besoins sont énormes. Le rejet social et la précarité sévissant rendent difficile leur intégration socio-professionnelle et poussent la plupart à la mendicité. Au-delà de ce geste de charité, l'Église des Saints des Derniers Jours lance un appel aux bénéficiaires, celui de cesser de tendre la main, de se battre pour inspirer aux autres l'envie de les aider. Un reportage de Christelle Menant. 2 projets de loi adoptés hier par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Il s'agit de projets de ratification d'ordonnances pour une lutte efficace contre la corruption dans l'industrie diamantifère. Les explications de Léon Brou. Plus qu'un pas, l'adoption en plénière du projet de loi pour ratifier l'ordonnance fixant les nouveaux barèmes et la redevance payée par l'opérateur économique occupant de terrains industriels va augmenter. Ce sera par exemple entre 2 000 et 15 000 francs CFA par an pour le mètre carré dans le district d'Abidjan, contre un montant compris auparavant entre 65 et 165 francs CFA. Il s'agit pour l'État de mobiliser des ressources pour assurer ses obligations, dont l'aménagement des zones industrielles. Explication du ministre de l'Industrie et des Mines
qui obtiendra également le vote en commission du projet de loi de ratification de l'ordonnance pour assainir l'environnement du commerce du diamant. Cette deuxième loi, un autre pas en faveur de la levée de l'embargo sur le diamant ivoirien. C'est l'ordonnance qui a vraiment permis à la dernière réunion de la plénière de Kimberley en Afrique du Sud, justement de dire que la Côte d'Ivoire a atteint la conformité donc, avec ce processus. Et donc maintenant, devrait permettre au Conseil de sécurité des Nations Unies d'examiner favorablement la levée de l'embargo sur le diamant de la Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment un pas très important. Les deux autres projets de ratification d'ordonnance adoptés ce même jour sont défendus par le ministre en charge de la Justice. Ils organisent la promotion de la bonne gouvernance, donc la lutte contre la corruption. Quand on vous siffle, à défaut de payer l'amende prévue, vous allez vous soumettre à une action de corruption. Ce sont ces petites choses-là qui finissent par devenir grandes et que nous devons tous combattre. C'est un engagement qu'il faut que chacun de nous prenne parce qu'une société corrompue est une société fragile et notre pays n'en a pas besoin pour son émergence. Cet examen de loi, une occasion pour les députés de s'informer sur les efforts du gouvernement pour la promotion du développement par l'industrie, mais également un prétexte pour comprendre les acquis en matière de lutte contre la corruption. Et toujours concernant le sujet, sachez que l'organisation non gouvernementale Transparency Justice rend public aujourd'hui son rapport 2013. Selon le classement établi par l'ONG, la Côte d'Ivoire occupe la 136e place en matière de transparence et de lutte contre la corruption. Les fils et filles de Koria mènent dans la main pour développer la localité. Les cadres, élus et leaders religieux prônent aujourd'hui la réconciliation dans la sous-préfecture de Kounfao. Michel Mambo. La paix et la réconciliation au centre des échanges entre filles et fils de Koria, village de la sous-préfecture de Kounfao, sur l'axe Anibile-Krotonda à l'est de la Côte d'Ivoire. Les clivages politiques ont longtemps divisé les ressortissants de ce village. Aujourd'hui, l'heure est à la réconciliation pour le développement de la localité. Cadres, élus, leaders religieux appellent donc les uns et les autres à taire les vieilles querelles et à regarder dans la même direction. Comment freiner l'insécurité galopante en Guinée-Conakry? La question était au centre d'une réunion technique entre les responsables des effectifs policiers le 30 novembre dernier. Les autorités guinéennes pointent un doigt accusateur sur le relâchement des agents de police. Des corps sans vie exposés sur la voie publique à Conakry. D'après les forces de sécurité, il s'agit de bandits de grand chemin. Ils ont été abattus par la police qui les aurait surpris en train d'attaquer à main armée un commerçant de la capitale guinéenne. Les tirs sans sommation et à balles réelles sur des braqueurs semblent désormais être la réponse des autorités guinéennes à la montée de la criminalité à Conakry. Les commissaires de police cèdent ainsi à la pression de leur ministre de tutelle. Chaque commissaire central de chaque commune est responsable de sa commune à partir de cet instant. Et je jugerai à partir de ça. Je n'ai rien à vous apprendre. Vous savez que les patrouilles sont d'ordre dans notre institution. Si vous les avez relâchés, reprenez-les. Conakry vit dans la peur. Des braquages se multiplient dans la capitale guinéenne. Dimanche, un commissaire divisionnaire a été tué par des bandits. Ils se sont dirigés vers lui. Quand ils sont venus, celui qui était en civil, il a ouvert la porte et il a forcé le commissaire à sortir dans le véhicule. Je pense que c'est suite peut-être à la résistance que le gars a fait c'est ça le besoin. D'après les forces de sécurité, les auteurs des braquages opéreraient en uniforme militaire. Ce jeune, arrêté alors qu'il était vêtu de treillis, est présenté comme un membre des gangs qui sèment terreur et désolation à Conakry. Large victoire du parti au pouvoir pour les élections législatives et municipales en Mauritanie. L'Union pour la République remporte le premier tour du scrutin. Recrudescence des violences au Nigeria. Le groupe islamiste Boko Haram a lancé une attaque contre l'armée nigériane dans la nuit de dimanche à lundi à Maiduguri, son fief historique dans le nord-est du pays.
on dénombre de lourdes pertes matérielles, notamment des aéronefs et casernes détruits, des magasins et stations-service incendiés. Aéroport fermé, interdiction de circuler. Depuis ce matin, Maïdougouri, le fief de Boko Haram au nord-est du Nigeria, vit coupé du monde. Les autorités ont instauré un couvre-feu total de 24 heures. Ils renforcent l'isolement de cette ville déjà sous état d'urgence depuis 6 mois. Le week-end dernier, les islamistes ont lancé une série d'attaques contre des casernes et une base de l'armée de l'air. Bilan, 5 aéronefs détruits. Une vingtaine d'assaillants auraient été tués. Les habitants sont encore sous le choc. On a eu peur, tout le monde a eu peur. Les attaques ont bien duré 5 bonnes heures. Ils ont attaqué en pleine nuit, vers 3 heures du matin. Ils étaient plus de 200. Les islamistes ont aussi incendié des boutiques et des stations-service. L'armée nigériane maintient la pression sur Boko Haram. Le couvre-feu pourrait être prolongé tant que la sécurité ne sera pas rétablie. L'intervention militaire de la France en Centrafrique ne suffira pas à résoudre les problèmes d'un pays en plein chaos. Déclaration du président de l'association humanitaire internationale Médecins sans frontières. Il décrit aujourd'hui un pays marqué par des violences, une pauvreté extrême et un manque criant de système de santé. Les informations ne sont pas toujours exactes. Alors, pour localiser les ressortissants français éparpillés dans la ville de Bangui, il faut s'y prendre à plusieurs reprises. Il va y avoir un ressortissant qui habite ici. Le ressortissant? Oui. Monsieur Nouro Bruno. Nouro Bruno? Oui. Ici, c'est l'ambassade de la Russie. Bon. Après quelques tentatives, la patrouille frappe à la bonne porte. Bonjour monsieur. Bonjour. Française. Bruno Nouro. Enchanté. Contact établi, une visite qui soulage. Merci d'être là, monsieur. À mon avis, bon, c'est après qu'il faudra voir, mais disons que c'est rassurant, c'est sûr. Même pour la population centrafricaine, c'est ce qu'ils attendaient. Sans vous attendre là, on vous envoie une sonde. Environ 200 Français sont recensés au consulat. Alors, le travail ne fait que commencer. Ce genre de patrouille sert à recenser les ressortissants, à les sécuriser, à les réconforter. Et aussi de récupérer du renseignement pour avoir tout renseignement sur la population si il se passerait quoi que ce soit. 4 véhicules, une vingtaine d'hommes, c'est aussi l'occasion pour la force française d'affirmer sa présence. Et ce n'est pas fini. On se prépare à accueillir des renforts. 1 millier d'hommes chargés d'appuyer la mission internationale de soutien à la Centrafrique. J'ai été renforcé dernièrement de 200 personnels qui sont principalement des logisticiens et des transmetteurs de manière à préparer le renforcement possible du dispositif français en Centrafrique. Le feu vert viendra des Nations Unies. D'ici là, on s'active à l'aéroport. Le génie de l'air installe une zone à carburant. Sur le toit, un missile Milan est en batterie pour protéger la principale porte d'entrée en RCA. Les tireurs d'élite, eux, assurent les arrières. Yasser Arafat serait mort de vieillesse, c'est ce qu'annoncent les experts mandatés par la justice française pour enquêter sur la mort du chef historique palestinien décédé en 2004. Ils écartent aujourd'hui la thèse d'un empoisonnement du dirigeant. Les Palestiniens, eux, restent sceptiques sur le rapport français. Les tensions se relâchent aujourd'hui en Thaïlande. Des milliers de manifestants ont été autorisés à entrer brièvement au siège du gouvernement. C'est une tentative des autorités thaïlandaises pour calmer les hostilités à l'approche de l'anniversaire du roi jeudi prochain. En Thaïlande, le gouvernement joue l'apaisement avant l'anniversaire du roi. Ce mardi, la police a laissé passer les manifestants anti-gouvernementaux qui ont investi en masse le siège du gouvernement. Pour autant, rien n'est réglé. L'opposition réclame toujours le départ de la première ministre, Yingluck Shinawatra, qui, elle, refuse l'instauration d'un conseil du peuple non élu.
Bachar al-Assad, accusé de crimes de guerre par les Nations Unies, la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a fait état hier pour la première fois de preuves indiquant une responsabilité du président syrien dans les crimes contre l'humanité dans le pays. Le conflit aurait fait près de 126 000 morts. Et voilà, ce journal est à présent terminé. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h30 sur RTI2, bien sûr.